Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est consacré aujourd'hui à la proposition de loi portée par la députée Constance de Pellichy. Son idée, créer un prêt à taux zéro à la naissance pouvant aller jusqu'à 100 000 € pour aider les familles à acheter plus grand ou bien adapter leur logement à l'arrivée d'un enfant. Un dispositif qui est sans condition de revenu et accessible dès la déclaration de grossesse avec un double objectif affiché, répondre à la fois à la crise du logement mais aussi à la baisse de la natalité en France. Constance de Pellichy est avec moi aujourd'hui pour revenir sur la genèse du projet de loi, le fonctionnement concret du dispositif et puis aussi les chances qu'il a d'aboutir. Bonjour Constance de Pellichy. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. C'est avec plaisir. Dites-nous d'abord, comment est-ce qu'il est né ce projet de PTZ Famille ? Bien, en fait, pendant 6 mois, j'ai eu le privilège de conduire les travaux de la mission natalité à l'Assemblée nationale. Donc, au cours de ces 6 mois, on a auditionné énormément de personnalités pour comprendre d'où provenait cette chute, au début lente, mais aujourd'hui très brutale de la natalité depuis 15 ans. Et qui est certaine. Et qui s'inscrit vraiment dans la durée aujourd'hui. Et qui en plus étonne. Ça étonne parce qu'on n'a pas voulu la voir venir. En fait, cette crise, elle existe depuis les années 2010, mais elle s'est fortement accélérée depuis le Covid, et surtout tant qu'on restait l'exception européenne, on ne s'est pas trop inquiété. Et maintenant qu'on a rejoint la moyenne des pays européens, on se rend compte qu'on a un vrai sujet devant nous. Alors, c'est multifactoriel, tout le monde s'en doute. Il y a des sujets tels que l'égalité homme-femme, la conciliation vie pro-vie perso, l'accès aux modes de garde, qui sont revenus de manière assez logique. Celui qu'on avait moins vu venir, c'est le frein du logement. On se doutait bien que c'était un frein matériel parmi d'autres, mais c'est revenu de manière beaucoup plus forte et insistante que ce qu'on avait imaginé, et surtout touchant beaucoup plus de catégories socio-professionnelles qu'on ne l'avait imaginé. Et donc, en réfléchissant aux différentes mesures qu'on pouvait prendre pour lever ce frein de logement, on a imaginé ce prêt à taux zéro pour les familles. C'est une question pour vous de conviction personnelle aussi ? Moi, je trouve insupportable l'idée de se dire qu'en France, les Français veulent faire 2,3 enfants par femme. C'est un désir qui est profond, c'est un désir qui est stable, mais on y renonce. Et franchement, quand on y réfléchit, il y a quoi de pire pour une société que de renoncer à un projet d'enfant ? Et il y a un double renoncement, parce que les Français qui sont si attachés à la maison de famille, et maintenant à la famille tout court, en fait. C'est un renoncement très large, parce qu'effectivement, on ne fait pas un enfant pour nos caisses de retraite. On ne fait pas un enfant pour avoir de la main-d'œuvre demain. Dans 10 ans, on sait que le nombre d'actifs diminue, ça risque d'être un drame économique. Mais ce ne sont pas des raisons qui vous amènent à faire un enfant. Non. On fait un enfant parce qu'on a envie de transmettre de l'amour. On fait un enfant parce que ce miracle de la création de la vie, il est fascinant. On fait un enfant parce qu'on se sent transfiguré aussi en devenant soi-même parent. Et donc, ce sont des choses qui nous dépassent totalement. Et moi, je trouve sincèrement insupportable de me dire que 20% des couples en France aujourd'hui renoncent à un enfant à cause du logement. C'est insupportable, c'est énorme. Vous vous rendez compte que la PMA en France, c'est 4% de bébés. Là, je vous parle de 20% de couples qui renoncent à un enfant faute d'un logement adapté. C'est un échec de société. C'est un échec global. Mais on se rend compte, quand on creuse un peu les politiques d'aménagement et les politiques du logement, qu'elles sont en fait beaucoup plus transversales qu'on ne l'imagine. Les conditions d'octroi de ce PTZ sont au fond assez larges, vu évidemment le contexte économique et financier de la France. Pourquoi ces conditions d'octroi aussi larges ? Est-ce que pour vous, ça n'est pas un risque de voir le projet ne pas pouvoir aboutir ? Il y a la question effet levier, effet d'aubaine qui m'est régulièrement posée. Ce qu'on a observé quand même en France dans plein de sujets, y compris la natalité, c'est que si on multiplie les dispositifs et qu'on les complexifie avec tout un tas de critères, à la fin, on perd tout le monde.
C'est le cas, par exemple, sur les aides familiales. Vous avez 14 types d'aides. Aujourd'hui, les Français sont incapables de vous dire à quoi ils peuvent prétendre. Ce prêt à taux zéro famille, je l'ai souhaité volontairement simple, lisible et clair pour en assurer justement l'effet de levier. Donc, de la déclaration de grossesse aux 5 ans de l'enfant, c'est un prêt que chaque famille peut actionner sans condition de ressources et surtout, et ça j'y tiens beaucoup, sans le critère de la primo-accession. On voit beaucoup de foyers aujourd'hui, par l'évolution de la trajectoire immobilière, être complètement bloqués dans leur parcours résidentiel et avoir besoin de ce petit coup de pouce qui va leur permettre d'éviter de perdre trop d'argent en revendant un premier bien pour pouvoir s'agrandir. C'est aussi aider, je dirais, pour une fois, la classe sociale intermédiaire, en fait. C'est arrêter ces effets de seuil. Oui, c'est ça. C'est insupportable, ces effets de seuil. Et quand on parle de famille, on devrait pouvoir être certain d'avoir une politique universelle. L'objectif, encore une fois, c'est d'accompagner les Français dans leur désir d'enfant. Est-ce qu'il y a vraiment une politique plus essentielle que celle-ci ? On travaille pour les générations futures. On travaille pour notre futur. Et je pense qu'on devrait tous être révoltés que le logement soit à ce point un frein et empêche à ce point la réalisation d'un désir d'enfant. Donc, à mon sens, c'est une question de solidarité nationale autant qu'une question existentielle pour la nation. Maintenant, la question qui fâche, que vous dit Bercy sur le sujet ? Vous êtes bien placé pour savoir que Bercy est souvent fâché avec le logement. On n'a pas tout à fait la même manière de calculer les choses avec Bercy. Sur le premier calcul de Bercy, on est sur un coût estimé à 120 millions d'euros. Je parle du premier calcul de Bercy parce que c'est sans prendre en compte des questions de quotité et d'autres ajustements qui permettraient de restreindre la mesure à un vrai effet levier. Donc, on est objectivement en dessous de 100 millions d'euros. Mais je ne vous apprendrai pas que les prêts à taux zéro, en général, génèrent pas mal de recettes aussi pour l'État. Que c'est rarement des opérations très déficitaires pour l'État. Donc, je ne suis pas très inquiète côté niveau dépenses publiques. On peut même assez raisonnablement estimer que c'est une mesure qui pourrait compensée par les recettes de TVA, de DMTO et autres qui viendraient compenser le coût de la mesure. Mais ça, c'est un argument qui a été porté depuis quelques années, notamment par les promoteurs qui n'ont cessé de crier leur désespoir à Bercy, justement, en disant mais nous permettons aux finances publiques d'être en meilleure santé quand nous travaillons. Est-ce que de ce fait, puisque le discours des promoteurs commence à être entendu par le gouvernement, vous arrivez peut-être à un moment finalement assez favorable? J'ose le croire. Alors, Bercy reste toujours une machine difficile à convaincre, on ne va pas se mentir. Mais je dois reconnaître que j'ai quand même la chance d'avoir une écoute très attentive du côté du ministère du Logement. Ce n'est pas un hasard si on arrive à dégager une majorité sur le texte. On sent qu'il y a des réflexes qui commencent à évoluer. Aussi parce qu'on voit les effets de la politique d'absence de soutien au logement, qui est quand même une des raisons de la crise qu'on connaît aujourd'hui dans l'accès au logement et qu'on a un besoin vital de pouvoir se loger. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mesures de soutien au logement qui ne génèrent aucune inflation. Le PTZ fait partie de celle-ci. Contrairement aux APL, dont on a observé qu'elles étaient souvent corrélées à des hausses de loyer. Ma prime rénov', bizarrement, le prix de votre pompe à chaleur n'est pas le même suivant que vous y avez droit ou pas. Dans le PTZ, les rapports de l'Inspection générale des finances démontrent bien qu'il n'y a aucun effet inflationniste. Donc ça veut dire qu'on est bien sur des mesures qui participent au pouvoir d'achat immobilier des Français, et ça, c'est excessivement important. Mais qu'est-ce que vous dites à Vincent Jeanbrun qui se dit philosophiquement favorable ? Je lui dis que j'apprécie beaucoup cette porte ouverte. On en discute souvent avec le ministre du Logement. La question, c'est, on en revient toujours, comment convaincre Bercy que c'est une mesure qui n'engendrera pas une dépense indue pour l'État. Mais je ne critique pas Bercy plus que ça. Ils ont raison, en particulier compte tenu de la situation économique qui est la nôtre, d'être particulièrement vigilants à chaque euro qui est dépensé. Et moi, de mon côté, avec le ministre du Logement, nous avons la responsabilité d'aller éventuellement corriger les effets d'aubaine
et assurer que le dispositif apporte bien un effet de levier, permet bien d'aller débloquer des situations pour favoriser finalement la construction des foyers en France. Mais oui, et puis vous qui êtes député, vous avez vécu les affres du vote de la loi de finances, etc. Donc vous savez bien que oui, on est rentré dans une autre époque. Donc, on est rentré dans une autre époque. Après, je trouve que c'est aussi encourageant de se dire qu'un débat comme celui-ci, il trouve un écho politique, médiatique et dans l'opinion publique. Je reçois des dizaines de témoignages depuis quelques jours sur le sujet en amont de la loi de finances. Oui. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire aussi que là, on avance bien à l'Assemblée. On va faire ce qu'il faut pour avancer au Sénat. Mais en tout état de cause, on va aussi pouvoir avancer le sujet dans le cadre du projet de loi de finances. On va pouvoir cranter ce sujet de l'accès au logement des familles. Et franchement, les propriétaires ont été les grands perdants ces dernières années. Il faut rappeler que la fécondité, donc le nombre d'enfants qu'on a, est supérieur quand on est propriétaire par rapport à quand on est locataire. Ça s'explique par le fait qu'il faut avoir confiance en l'avenir pour concrétiser un désir d'enfant. Et vous avez beaucoup plus confiance dans l'avenir lorsque vous êtes propriétaire de votre logement que lorsque vous en êtes locataire. Les Français ont besoin de construire leur foyer au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que vous pensez avoir un soutien transpartisan sur la question ou pas ? On a déjà un soutien transpartisan. On vient d'ouvrir la proposition de loi à co-signature. On a déjà plus de 50 co-signatures. Ça veut dire beaucoup. Donc c'est beaucoup. Aujourd'hui, on arrive en quelques jours à 10% quasiment des députés qui souhaitent co-signer cette proposition de loi. Donc oui, il y a un intérêt politique réel autour de la mesure. Aussi parce que finalement, c'est rejoindre deux sujets qu'on avait laissés vraiment écartés, la question du logement, de la question de la famille, alors que ces deux sujets sont intimement liés. Et fondamentaux. Ils sont fondamentaux, ils sont essentiels, vous avez raison de le rappeler. On a tous besoin d'un toit et on a tous besoin d'un peu d'espace pour vivre. Quand on voit en 20 ans, on a perdu plus d'un tiers de notre pouvoir d'achat immobilier. Enfin, quand on dit ça, on se dit « Ah, c'est beaucoup ». On se rend compte de ce que ça veut dire quand je vous dis qu'en 2000, vous achetiez 80 mètres carrés, il vous en reste 55 aujourd'hui. Et oui, revenir aux fondamentaux. Comment on fait ? Et oui. Eh ben, comment on fait ? J'ai une dernière question. Alors, les professionnels du secteur de l'immobilier ont accueilli favorablement, il me semble, l'idée, et ils ont d'ailleurs réagi beaucoup. J'ai quand même lu un post d'une attachée de presse de l'immobilier, Carole Galivel. Il m'a semblé intéressant parce qu'elle nous dit que finalement, cette proposition de loi impose à l'État de se substituer aux crédits familiaux, et elle conclut que le PTS familial, finalement, présente tous les risques d'être mort-né, alors pardon pour le jeu de mots, en raison notamment du rejet possible par Bercy. Ce qu'on voit là, c'est un certain pessimisme. Comment est-ce que vous lui répondez ? Il en faut des pessimistes et puis il faut un peu de contradiction dans le débat politique. Donc, j'ai pas de difficulté avec ça. Si les prêts à taux zéro ne fonctionnaient pas, il n'y en aurait pas pour les primo-accédants, il n'y en aurait pas pour la rénovation, il n'y en aurait pas pour la rénovation énergétique. Oui. Tout cela démontre bien qu'il y a un sujet autour des taux d'intérêt. Il y a d'autant plus un sujet quand on est passé en 5 ans d'un taux d'intérêt inférieur à 2%, on était même inférieur à 1,5%, et là, d'ici la fin de l'année, on sera supérieur à 4%, avec une inflation qui ne suit pas l'évolution des taux d'intérêt. Donc, à un moment donné, soit on raisonne comme le propose cet attaché de presse sur qui est responsable de quoi, et puis on peut phosphorer assez longtemps, soit on se dit maintenant il y a urgence à trouver des solutions au pouvoir d'achat des Français, au pouvoir d'achat immobilier et à leur projet de concrétisation de vie familiale, et on avance. Il y a peut-être d'autres propositions à faire pour les accompagner dans leur projet de logement. Moi, je suis très ouverte, c'est une parmi d'autres. Je pense qu'il va falloir effectivement étoffer les mesures. On peut parler d'APL accession. Il y a d'autres dispositifs, mais il est essentiel aujourd'hui de les travailler, de les mettre sur la table et de les adopter. Et en tout cas, bravo et puis bonne chance au texte. Encore merci d'être venu et merci de nous avoir écoutés ou regardés. On se retrouve très vite pour un autre épisode. Merci.
Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.